Bonsoir à tous. C'est parti. Non, j'en fais deux, après j'arrête, c'est promis pendant le temps. Fallait que je dépasse et tout, mais... En fait, ouais, attends, Bon, bah du coup, bienvenue à vous ce soir. Qui vient pour la première fois? Super, trop bien. Tu voulais présenter un mot sur Hacker House ou on mettra un insert vidéo Tu me laisses présenter ce que c'est? Putain, le mec, putain, j'aurais jamais dû signer pour le truc. Donc ici, c'est une des maisons de Hacker House. Ce sont des espaces de vie ensemble, co-living, où les gens viennent passer un moment plus ou moins long, de quelques mois à quelques semaines à quelques mois, j'ai envie de dire. Et dans l'optique de se connecter à des gens qui veulent monter des projets plutôt à tendance entrepreneuriale. Donc c'est une manière de vivre ensemble, d'échanger, de partager. Et c'est l'occasion, on me posait la question tout à l'heure, des talks ici, de présenter un petit peu ce qu'on a pu apprendre, partager avec les autres, le mettre en boîte, le collecter. Voilà. Et ce soir, on va parler, premier épisode. J'avais envie de l'appeler les Hacker Series. C'est cool? Bon, super, allez. Hacker Series, premier épisode. On va parler des définitions, parce que je pense qu'il y a un gros problème dans les affaires. C'est quand les gens sont souvent pas d'accord parce qu'ils vont utiliser le même mot pour dire deux choses différentes. Et corollaire, deux mots différents pour dire la même chose. Et du coup, je me suis dit, il faudra à un moment commencer à collecter les définitions qu'on a, même si c'est pas, comment dire, j'allais dire, bon, comme tu m'as grillé ma première vanne, je vais faire directement la deuxième, même si c'est pas gravé dans la roche. Mais l'idée, c'est de dire, on prend un mot, on le définit, même si c'est pas la vérité, c'est une des vérités, et ça va nous permettre de communiquer, d'échanger ensemble et d'être d'accord sur ce dont on parle en fait. Donc ce soir, on va prendre une liste de mots. Je vous avouerai que c'est le premier de cette série, donc c'est un petit peu en vrac. On va prendre les mots, j'ai essayé de les classer un peu, mais on verra au fur et à mesure. Il n'y a pas forcément de lien logique entre l'un et l'autre. En plus, c'est une base qui a aussi tendance à s'agrandir. Et le premier, quand on parle de start-up, on parle de start-up et de start-upers surtout. Et ça, c'était une première chose que je voulais clarifier. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des distinctions entre entrepreneurs, start-upers, etc. Je pense que start-upper, c'est le moment où tu commences, ça tout le monde le sait, mais c'est surtout le moment où tu galères. Et c'est le moment dans lequel tu n'as pas forcément envie de rester. Donc c'est cool d'être un start-upper parce que ça mène à un jour aller entreprendre, aller créer une boîte, et on verra ce qui fait la distinction et le décalage entre les deux. Mais le but, c'est pas de rester ça. En fait, c'est pas cool de rester ça. Salut Valentin. On t'a gardé un canapé si tu veux. Et donc voilà, donc l'objectif ici, voilà, ça va être de décrire un peu les mots comme ça qui sont flous dans le PAF, j'ai envie de dire, dans l'espace commun, et afin de se mettre d'accord. Voilà. Alors, quand on parle de monter des boîtes, je pense que le premier truc qu'on cherche, c'est des problèmes. Et c'est pas des problèmes à la Apple Fiction. C'est plus des problèmes, c'est les problèmes des autres. On sait que les gens adorent se plaindre, mais c'est qu'il y a une raison en fait, c'est parce qu'on a des soucis. Et finalement, quand vous montez un business, votre objectif, ça va être de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes plus rapidement, plus efficacement, quels qu'ils soient. Et finalement, un problème, c'est quoi? C'est une opportunité de marché. Donc, faut pas, quand on voit un problème ou quelqu'un se plaindre, il faut tendre le... Yes. Ah, ouais, je sens bien, tu vois, au niveau des graves. Il faut considérer ça comme une opportunité de marché. Ensuite, on parle souvent des idées. Ça m'arrive souvent d'être dans des events. Alors, pas si souvent que ça, parce que je fais attention à pas trop perdre de temps avec ça non plus, mais d'aller dans des events pour me connecter à d'autres entrepreneurs qui sont là, eux aussi, en vacances les jours d'event. Et on discute, et parfois, je vais avoir des gens qui vont pas vouloir présenter leur projet, qui vont me dire non, ça c'est top secret, non, je peux pas encore en parler, je dois attendre d'avoir levé des fonds, recruter des devs.
monter une boîte, etc. avant de pouvoir en parler. Et donc finalement, je finis par pitcher mon projet parce que moi, j'ai pas de problème à en parler. Et puis les mecs me disent, il y en a un récemment qui m'a dit, ah ben alors on va être concurrents. Alors j'ai dit, ok, super, vois l'intérêt de garder ton truc secret si tu fais la même chose. Et deuxièmement, les idées sont à personne. Il faut vous dire que statistiquement, même si c'est une chance sur 1 milliard que quelqu'un ait la même idée que vous en même temps, dites-vous qu'on est 8 milliards. Donc à chaque fois que vous avez une idée de boîte, ça fait 7 à 8 personnes dans le monde qui ont la même idée au même moment. Et qu'est-ce qui fait la différence? On le verra après, c'est le passage à l'action, c'est l'exécution, c'est la qualité des process, du branding, du marketing. C'est pas finalement le... Ouais, ça peut être l'équipe aussi, effectivement, absolument, on en parle. Tiens, il y a des mecs qui sont trop forts, c'est la diapo d'après. Ça peut être aussi la qualité de l'équipe. Quand on parle de monter une équipe, la base, c'est le noyau dur en fait de la boîte. Et ça, c'est un des trucs que j'ai eu le plus de mal, moi, sur... alors aujourd'hui, c'est vraiment que mon expérience, hein, c'est pas forcément celle d'un autre ou quoi, je parle pas pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a posé le plus de problème, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui bosser. Et en fait, ce qui pose problème, c'est pas tellement trouver des gens qui vont avoir envie à un moment, c'est de trouver des gens qui vont tenir sur la durée, c'est de trouver des gens qui sont alignés avec ce que vous voulez. Ça m'est arrivé de trouver des gens super, Julien, si tu m'écoutes, qui sont des gens avec qui je suis devenu pote, mais on n'a pas les mêmes objectifs de vie, on a la même capacité de travail, le même investissement dans le travail, mais on n'a pas le même objectif de vie, donc on ne peut pas monter quelque chose ensemble. Et ça ne nous empêche pas d'être potes et de s'éclater, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on part pour monter un business, il faut être d'accord. Je prends l'exemple, c'est con, mais je prends l'exemple des relations de vie. Je fais pas mal de parallèles entre les associés et les couples, mais c'est comme si vous vouliez monter une boîte, vous mariez avec quelqu'un et que cette personne ne veut pas habiter dans la ville où vous voulez, ne veut pas avoir les enfants, ne veut pas, etc. Et donc vous êtes d'accord sur rien, et au final, ça fait pas une boîte. Ça fait pas un mariage qui réussit, ça fait pas une bonne boîte. Ouais, le rêve, c'est aussi de trouver la personne avec qui vous allez monter la boîte et vous marier. Non, blague. Donc, les partenaires, c'est pas la même chose, les associés, c'est pas la même chose que l'équipe. Hein. C'est juste, je parle du noyau dur. Après, il y a des questions de culture et de comment on construit l'équipe autour de ça. Mais au début, il faut vous dire qu'il va falloir trouver les 2 ou 3 fous qui vont être d'accord pour partir avec vous dans le bateau, en fait. Et parfois même aussi, ça peut ne pas arriver. Typiquement, en ce moment, je suis tout seul, je bosse bien. Et il ne faut pas non plus être stressé. Ça, c'est un truc que je saupoudrais tout au long du talk. Il n'y a pas de stress à être tout seul à un moment. Si vous y croyez, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si vous avez vraiment l'impression de résoudre un vrai problème et d'être vraiment convaincu, on parle de la vision, etc., allez-y, c'est pas grave d'être tout seul. Donc, tel Sacha du Bourg-Palette, votre ambition doit être élevée, être le meilleur dresseur. Mais surtout, votre ambition doit être adaptée au niveau de confort de vie désiré. Ça, c'est un truc qui est très important, je donne souvent l'exemple. Par exemple, vous êtes... je sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Typiquement, vous allez en montagne. Vous voulez arriver en haut. Vous avez plusieurs manières de le faire. Pour arriver en haut, il va falloir mettre beaucoup de vivres dans le sac, etc. Donc, ambition élevée. Vous allez marcher, ça va être dur, ça va être long. Et au final, ce sac va être très lourd pendant le moment de la montée, parce que vous avez besoin d'emporter beaucoup de vivres pour aller en haut de la montagne. Donc, niveau d'ambition élevé, confort de vie, pas terrible. Par contre, vous voulez juste faire un petit tour dans la vallée, vous prenez un petit sac à dos Quechua, vous mettez 2 Chocobéennes et c'est parti. Confort de vie élevé, ambition pas forcément élevée, mais c'est pas grave. C'est ça qu'il faut comprendre. Je répète, il n'y a pas de règle dans faire ou pas faire. Mais c'est juste, voilà, en fonction de l'objectif que vous fixez, il va falloir décider combien d'heures vous allez y mettre, combien, etc. Moi, il y a eu des périodes. Et en plus, c'est pas quelque chose qui est fixe à un moment. Ça, autre chose qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir avoir des moments de vie où pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans, vous allez être en vacances totales. Ça m'est arrivé. J'ai oublié de me présenter au début. Je le fais promis juste après. Mais ça m'est arrivé de me balader pendant 1 ou 2 ans. Et après d'avoir envie de travailler. Et donc de remettre tout en œuvre pour refaire du learning intensif, pour me remettre à jour, pour me reconnecter à l'écosystème, aux clients, etc. Et c'est pas le même rythme de vie. Et ça peut être une alternance entre les deux. Ça peut être un mélange, ça peut être un mix, ça peut être un équilibre. Il n'y a pas vraiment de règle. Donc, pardon, je ne me suis pas présenté et je le fais maintenant. Au montage, on la remettra avant. Je m'appelle Paul Blouin. J'ai monté 5 boîtes à ce jour, des startups. La première, j'étais en fac. J'ai monté un business de prod artistique.
Donc on créait des artistes, c'était une forme de start-up. Il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est pas scalable la musique, etc. Si, tu fais un son, tu le distribues 1 million de fois sur YouTube, c'est hyper scalable. Donc c'est une forme de start-up, tu cherches un marché, tu réponds à un besoin qui est l'ennui des gens. J'ai fait ça, je me suis fait escroquer, donc j'ai arrêté. Deuxième boîte, j'étais dans l'organisation de soirées et j'ai monté un des premiers business de plateforme autour de l'organisation d'événements, donc pouvoir acheter, consommer des prestations d'événementiel si tu es organisateur. Et ça, c'est un business qui a fait 1,3 million en un an à deux dans un bureau. On a trouvé une brèche dans le système, un vrai problème, on l'a résolu, on l'a traité. Bon, après, il y a des gens qui sont arrivés sur le coup dans la foulée, mais ça a été assez sympa. Avec une partie des sous, je suis allé acheter un peu d'immobilier. Ça m'a permis de me pas forcément de me mettre à l'abri complètement, mais déjà de me calmer par rapport à avoir besoin d'un taf, etc., d'être dans le stress de plus avoir d'argent un jour. Et ensuite, je suis parti voyager pendant 2 ans. Je fais un petit tour du monde avec ma caméra, parce que c'est tout ce que je savais faire à l'époque. Et d'idée en idée, je suis rentré, je me suis dit, tiens, la vidéo c'est bien, si on pouvait processer un peu la chose. Et petit à petit, à essayer comme ça des choses jusqu'à arriver aujourd'hui à Codex, dont on n'est pas là forcément pour parler ce soir, mais c'est une technologie qu'on a développée maintenant, qu'on distribue dans les grands groupes, qui sert à transmettre l'info des gens qui l'ont à ceux qui la veulent, comme une espèce de brique de communication interne externalisée. Donc voilà, on se retrouve là, à bosser avec des grands comptes sur un espèce de produit vidéo dont on n'a pas vu venir le truc, mais c'est pour vous dire que parfois les problèmes peuvent venir de nulle part en fait, ou en tout cas être bien enfouis. Donc ambition, on y revient, pour résumer, plus vous chargez la mule, plus vous emmènerez, mais plus ça sera dur. Voilà. Ça, c'est un concept, la valeur, on en parle tout le temps, mais je ne suis pas sûr que les gens sachent exactement ce que c'est. On parle de valeur ajoutée, on parle de valuation de marché, combien vaut une boîte, on parle de la valeur que je t'apporte, on parle de... mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Alors, je vais préciser ma question. On parle souvent de valeur en relation avec l'argent. On dit souvent... Effectivement. Donc, la valeur, c'est quelque chose que tu récupères en échange d'un service. Bien sûr. Donc, finalement, il va te donner de la valeur en échange de la valeur que tu donnes. Et donc, on voit bien déjà qu'il y a plusieurs formes de valeur. Petit quiz, tout bête. L'argent, c'est une forme de valeur. Est-ce que vous en voyez d'autres ? Allez, je vais prendre quelqu'un au hasard comme à l'école. Toi, t'en trouves un premier. Alors, le service proposé, d'accord, mais c'est... Alors, l'échange, c'est l'échange de valeur, c'est pas une valeur. D'accord, très bien, on va continuer de construire là-dessus, tu vas voir où est-ce que je t'amène. Quand tu proposes un service, qu'est-ce que tu fais gagner à l'autre ? D'accord. Et pourquoi il ne le ferait pas lui-même ? D'accord, donc en fait, tu lui fais gagner du temps. Donc on voit déjà qu'un deuxième type de valeur, c'est le temps. Ouais. Ouais, mais fondamentalement, ouais, tu lui fais... Bien sûr, tout à fait. Non, tu as raison. Donc tu lui fais gagner du temps. Je vais vous aider, il en reste 2 autres. 2 autres types de valeurs. On entend souvent parler dans l'applicatif. Vous voyez, il y a des applications qui sont gratuites. Pourquoi elles sont gratuites ? Où est-ce que les gens gagnent leur argent ? Je vais repréciser encore la question une fois ici. On va prendre le cas de Facebook typiquement. D'où vient l'argent de Facebook ? D'où viennent les revenus de Facebook ? De la publicité, ok. Et sur quoi est basée la publicité ? Donc en fait, Facebook donc vend des espaces annonceurs. Exactement, c'est basé sur l'attention des gens. C'est basé sur... Ils vendent votre attention finalement. C'est-à-dire que nous, on vient en tant que consommateur de contenu et Facebook vend notre attention. Donc un troisième type de valeur, ça peut être l'attention. C'est aussi une forme de confiance. Donc quand vous parlez de code référal, je te donne mon code référal pour te connecter sur un service et moi j'en retire un truc. En fait, tu vas vendre ta confiance. Un dernier type, on va passer dessus, mais un dernier type de valeur, ça peut être la donnée. On entend beaucoup des gens dire je vais vendre de la data, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, on prend ces valeurs
les 4, donc data, trust, temps et argent. Et j'ai juste envie de mettre temps à gauche de l'équation pour vous, à droite pour moi, et toutes les autres de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que de la data, c'est le temps que quelqu'un a passé à construire les datasets. La confiance, c'est le temps qu'a passé quelqu'un à établir une relation. Et le temps pur et dur, l'argent, c'est le temps que quelqu'un a passé à travailler et à stocker. En fait, Donc finalement, comprendre la valeur, c'est comprendre que la valeur, c'est le temps. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on recherche. Enfin, après, ça, c'est que mon avis philo à moi, mais je pense que comme on a une limite, un temps donné de temps dans la vie, et qu'à un moment, ça va s'arrêter et qu'on en est conscient, on cherche à optimiser ça, et que finalement, tout le business s'organise autour de comment faire gagner du temps. Alors après, on verra, sur d'autres talks, on en reparlera, mais valeurs perçues, valeurs réelles, etc. Mais ouais, voilà, on en est là. Oui, c'est effectivement ce film. Ouais. J'aurais pu changer la diapo. Maintenant, on revient à l'histoire de l'équipe, comme je vous ai dit, sans transition. La question de la résilience. Ça, j'en parle souvent avec les gens avec qui je démarre des projets. On parlait de confort tout à l'heure. Mais en fait, le confort, il se traduit surtout dans ta capacité à encaisser les chocs. C'est-à-dire, il va se passer des trucs que tu n'avais pas prévus. Il va se passer des trucs avec lesquels tu n'es pas d'accord. Il y a des clients qui sont casse-pieds, etc. Qu'est-ce qui fait que toi, tu continues? Tu continues parce que tu y crois, tu continues parce que tu as cette capacité à avoir beaucoup plus envie que... C'est ça qui te fait rebondir, c'est que tu as beaucoup plus envie que les problèmes qui t'arrivent. Donc c'est hyper important aussi Puis il faut avoir des profils aussi qui sont capables de comprendre qu'un problème, c'est pas très grave, c'est aussi une nouvelle manière d'apprendre quelque chose. Donc dans la façon dont vous allez vous configurer psychologiquement au moment d'entreprendre, ça va être plus ou moins facile pour vous de gérer ces questions de résilience. Bon, j'avais sorti la définition de Psycho Magazine, mais fait un peu de la peine, donc du coup on va passer dessus. Ouais, et surtout, dernier point, c'est que de toute façon, vu que l'environnement est aléatoire, vous ne maîtrisez rien, il y aura forcément des moments où ça ne se passera pas bien. Donc la première chose à faire quand vous montez une équipe, c'est regarder ce paramètre, est-ce que c'est des gens qui vont réussir à s'accrocher, et pas forcément dans la douleur, on n'est pas en train de dire il faut se faire du mal ou quoi, même si c'est pas facile, mais il faut des gens qui comprennent qu'un certain détachement, en fait. La résilience, c'est aussi une forme de détachement, et c'est ça que je voulais expliquer ce soir. Vision, ça c'est un peu un mot un peu trendy, quoi, que tout le monde utilise à la sauce qu'il veut. C'est pas la taille qui compte dans la vision, pour une fois. Et la vision, je pense, c'est quelque chose de très personnel. C'est un moment, vous avez envie d'amener la solution quelque part, vous avez envie d'amener les gens quelque part. Je vais donner un exemple tout bête. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps un podcast avec Brian Chesky, là, qui est le fondateur de Airbnb. Et le mec dit, quand on a commencé, notre vision, c'était qu'on allait tous dormir sur des matelas gonflables et prendre le petit-déj. Jamais le mec s'est dit, je vais révolutionner l'industrie de l'hôtellerie, en fait, enfin de l'hébergement, en fait. Et c'est pareil avec l'histoire d'Uber, c'est des mecs qui ont commencé en se disant, ça serait cool d'avoir un chauffeur privé en un bouton sur mon téléphone. Et il y a 2 ans de ça, je prends rendez-vous, je ne sais plus pourquoi, c'était pour des partenariats événementiels. Et non, je crois que c'est eux qui nous avaient contactés. C'est Uber qui s'installait à Bordeaux et qui nous disent il faudrait qu'on se voit, parce que comme vous êtes, à l'époque, on faisait entre 12 et 15 000 tickets par mois, ce qu'on appelle PAC, c'est-à-dire personnes qui passaient par nos services. Ils se disent ça serait cool si on pouvait bosser un partenariat pour commencer à ramener les gens des soirées. Et donc, on prend un rendez-vous avec ce mec-là et on se voit. Et c'était le manager local en fait pour Uber. Enfin, c'est Manager France qui était descendu ouvrir la ville à Bordeaux. Et le mec commence à me parler de la vision d'Uber. Et là, je comprends qu'on est loin des premiers jours à SF de je vais avoir un chauffeur en un clic. Le mec commence à me dire, d'accord, d'abord, ils prennent les bagnoles. Ils font rouler les gens en flux continu. Ensuite, ils rachètent les voitures des particuliers en leur échangeant contre du crédit. C'est-à-dire, on va commencer à... On prend ta voiture, on te donne du crédit quasiment pour 2-3 ans sur Uber, et donc tu n'as plus besoin de voiture. Donc finalement, il n'y a plus besoin de place de parking. Donc il rachète... Le mec me raconte ça, et j'hallucine. Il me dit, voilà, on va racheter les parkings, et après, à la place des parkings, on va faire des espaces de vie, on va faire des apparts, des parcs, etc., et on va louer ces apparts. Et là, tu vois que... Le mec est parti d'un bouton pour commander un chauffeur privé parce que c'est cool, à refaire le monde. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre dans la vision, ce qui est important, c'est que quand je dis c'est pas la taille qui compte, c'est que c'est un truc qui se construit, qui est intime, que moi je bassine pas le monde avec ce qu'on fait, notre vision chez Codex, on la connaît en interne, j'en parle on va dire offline.
quand j'ai l'occasion d'en parler, mais c'est pas quelque chose que vous avez envie d'étaler. Et je vois beaucoup de gens qui arrivent qui disent « Ah, moi j'ai une vision, on va révolutionner, je sais pas quoi ». Et de suite, ça prend des proportions parce que c'est un outil marketing. Et c'est pas un outil marketing, c'est vraiment l'endroit où vous voulez aller. Et encore une fois, il n'y a pas de... il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de moins bien, c'est à vous, c'est perso. Ça, MVP, ça c'est un mot sur... Même moi, je me trompe encore souvent dessus. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais le mettre en vidéo pour être bien sûr de l'avoir dit une fois. Et comme ça, quand je me regarde, je sais que c'est ça. MVP, tiens, excellente question. Est-ce que les gens savent que c'est? Ouais, ok. C'est le produit minimum vendable quelque part. C'est-à-dire, en gros, ça vient en contrebalancement de toute l'histoire des prototypes. Vous avez les prototypes, vous avez les MVP. C'est la grande distinction qui est faite. Pour moi, le prototype, on va en parler après, n'est pas inutile. Le prototype est utile. Mais le MVP, ça s'apparente parfois à ce que les gens appellent le MIVO, Minimum Economically Viable Offer. Donc finalement, l'offre de base viable. Et ce qu'il faut bien comprendre avec le MVP, c'est que c'est votre objectif en tant que start-upper. C'est-à-dire d'aller le plus vite possible, fournir quelque chose qui est suffisamment utile pour que les gens vous donnent de la valeur en échange, de l'argent, du temps, de la confiance, ce que vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai fait la définition sur la valeur avant, c'est pour qu'on comprenne que c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être des gens qui vont commencer à mettre des datas dans votre application, ça peut être des gens qui vont faire des retours utilisateurs, parce que ça a une vraie valeur aussi. Vous expliquer quel est leur avis sur leurs problèmes et comment ils voient les choses, parce que chacun a un angle un peu différent et ça vous permet de mieux comprendre le marché. Donc, le MVP, et pourquoi j'ai choisi cette photo, en fait, c'est parce que ça, c'est pour moi la meilleure manière de construire un MVP. Il y a les mecs qui vous disent « Ouais, alors si tu fais un skate, une trottinette, un vélo, une moto, une voiture, ça c'est une bonne manière de faire un MVP, contrairement en proto où tu ferais plutôt une roue, un châssis, puis une carrosserie et enfin une voiture complète et au final tu serais payé qu'à la fin, parce que le skateboard, tu peux le vendre, etc. » Mais ça, pour moi, c'est la troisième manière de faire un MVP, et c'est la bonne, c'est-à-dire tu vas fournir l'expérience qui, en apparence, ressemble plus à ce que tu vendras à terme, mais tu vas émuler toi-même toute la galère du moteur à l'intérieur. Donc en fait, le mec, on va dire, il y a le client qui est là, qui te fait des retours feedback en permanence, et toi, tu es là derrière à pousser la caisse parce que le moteur n'est pas encore prêt. Forcément, un bon MVP, tu en as toujours un petit peu honte, sinon c'est que tu l'as sorti trop tard. Donc, tu as le capot qui est un peu levé, c'est pas terrible, mais au moins il est sorti, tu as un retour. Et là, typiquement, la personne va pouvoir te dire, alors, c'est bien la voiture, et par contre, quand on arrive dans un virage, c'est chaud parce que à chaque fois, on se met dans le fossé. Donc, ce serait cool si on pouvait avoir un volant pour tourner. Et là, tu sais que ta prochaine urgence, c'est de construire le volant. Ouais, je crois que c'est une... Ah, c'est une Merco? Ouais, j'y connais rien en bagnole, en fait, j'ai failli faire le mec malin, mais... Oh. Donc voilà. Et vraiment, je rappelle, et ça c'est là où je me trompe souvent sur le MVP, c'est que le MVP, il est vendable, point barre, c'est dans la définition. Si vous ne le vendez pas, c'est que ce n'est pas un MVP, c'est un proto. Et votre urgence, elle est de construire un MVP sur un cycle court, rapidement. 2 semaines, vous devez avoir vendu quelque chose contre du temps, contre un feedback, contre ce que vous voulez. C'est le grand maximum, 2 semaines, parce que vous n'avez pas de fonds. Vous êtes dans une urgence quand vous êtes en startup. Ça, je ne l'ai pas mis, mais il y a une forme d'urgence permanente. Ou en tout cas, si on ne vous la met pas, il faut vous la mettre vous-même. Donc, le MVP, vous devez le vendre. Je pourrais donner d'autres exemples, mais typiquement, la première version qu'on a vendue de Codex, nous, c'était un proto en WordPress pourri qui ressemble à rien, et les gens ont payé parce qu'il y avait une urgence sur le besoin. Il y avait une urgence sur la communication interne. Donc, ils étaient prêts à faire fermer un peu les yeux sur cette partie-là pas très sexy pour se dire, bah, au moins, ça résout notre problème temporairement, on sait que ça va évoluer. Après, quand les gens achètent un MVP, ils achètent aussi vous. Dans les startups, il y a une relation à la personne qui est très forte. Les clients achètent aussi une relation avec vous. Forcément, le produit n'est pas fini, donc ils ne vont pas acheter que ça. Ils vont acheter le fait que vous soyez sympa, le fait que vous soyez là, le fait que vous soyez comme eux, etc. Enfin, en tout cas, dans le... Voilà. Hein? J'avoue, une Volvo, ça aurait été pas terrible non plus. Le Lean. Alors ça a été la sauce des 2 dernières années. Et ça me fait de la peine, parce que moi, j'adore ça. Je me suis tapé tous les bouquins sur le Lean du début à la fin, et pas le Lean Startup, le vrai Lean, l'histoire de comment le Lean est arrivé en fait du manufacturing japonais, etc.
Le lean, c'est quoi? Ça veut dire faible, en fait, tout simplement. C'est même plus ancien, ça vient des États-Unis à la base. C'est en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une manière de fabriquer plus vite de l'armement, parce qu'il y a un besoin urgent. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bah, ça ne sert plus à grand chose puisqu'on est cool, on a les moyens, donc la guerre est finie, on peut produire, on va dire, un peu large, avoir du stock, etc. On n'est plus dans cette urgence de fabrication rapide. Et finalement, les seuls qui veulent de ça en 1945 à la sortie de la guerre, c'est les Japonais qui n'ont plus rien. Donc ils récupèrent les instructeurs, enfin les formateurs manufacturing aux États-Unis, ils les importent, ils commencent à prendre des cours avec les mecs, et c'est là que naît toute l'histoire du Lean, le Toyota Production System, toutes ces choses-là, ce qui donneront lieu 10, 15, 20, 30, 40 ans plus tard au Lean Startup, etc. Mais à la base, ça vient de là. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est bon, il y a un ensemble de préceptes, etc. Mais dans les choses de base, c'est que le Lean, il faut aller vite, il faut tester beaucoup. Alors ça, c'est un autre point aussi qui... je vois des gens me dire, j'ai fait un produit, j'en ai parlé à 3 potes, ils trouvent ça super, c'est bon, on valide, on launch. On met 15 000 balles, c'est parti, on rentre en incubateur, on donne 50% de nos parts à un incubateur, on launch. Et de l'autre côté, vous avez des gens, ah ouais, j'ai fait un truc, typiquement, j'étais à la BPI il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de mon produit à des directeurs d'achat, ils m'ont dit c'est de la merde, c'est le principe d'un directeur d'achat, c'est comme dit le proverbe arabe, pour vendre par le bien, pour acheter par le mal. Donc forcément, ils me disent c'est pas terrible, blabla, et je sors de là, si j'ai pas la foi dans mon projet, ben, jamais je vais au bout du test. Et c'est la question statistique, quand on parle de ligne, il y a une question, pour ceux qui ont fait un peu de maths, le qui 2, c'est les questions de tests statistiques, c'est tant que tu n'as pas un échantillon de test suffisamment grand, tu n'as rien prouvé. Tu as trop de variabilité interpersonnelle. Donc quand tu fais du lean, il faut envoyer. Nous, le dernier produit qu'on a vendu en vidéo, on a appelé 650 petits commerçants pour proposer le produit avant de se dire, bon, c'est pas pour nous. Mais il y a une obsession d'avoir un échantillon suffisamment grand en fait, pour que ton test soit valable. Donc quand on parle de Lean Startup et toutes ces choses-là, il faut savoir que ça vient de là. On parlera aussi d'amélioration continue après, ça vient aussi de là. Et voilà, donc faites attention avec ça. La croissance. Le jour où vous montez une boîte, c'est votre obsession. Si vous montez une startup, c'est votre obsession. Que ça soit même les questions de croissance personnelle, de développement, c'est-à-dire d'apprendre plus de choses, d'être meilleur chaque jour, que ça soit la question de la croissance des revenus, la croissance de l'équipe, la croissance, etc., ça devient votre obsession. Alors après, croissance, mais croissance de quoi? Et c'est là qu'on se pose un peu les questions des métriques, en fait. Donc, métriques, c'est ce que certains appellent dans les boîtes les KPI, les indicateurs de performance, clés ou pas, le cas étant là en qui. Qu'est-ce qui est important dans la croissance, qu'est-ce qui n'est pas important? Forcément, si on fait des boîtes, il ne faut pas se mentir, tout est organisé quand même autour de l'argent. Beaucoup de choses qui sont organisées autour de l'argent. Donc on cherche à faire croître les revenus et principalement les bénéfices. Et je dirais même, en tout cas ça c'est ma vision des choses très personnelle, on essaye de rendre la boîte le plus rentable possible, en fait, c'est-à-dire par rapport à la taille de l'équipe, par rapport à ce qui est investi, ce qui est mis en place, le risque qui est pris, que ça génère le maximum possible en retour sur investissement. Donc quand vous faites de la croissance, quand vous êtes obsédé par ça, c'est ça qu'il faut aller chercher. Après, il y a dans les métriques, c'est-à-dire dans les choses qu'on mesure dans l'activité des boîtes, en tout cas dans l'activité des organisations, il y a des choses qui sont essentielles, des choses qui ne sont pas essentielles. Vous prenez, je ne sais pas, le nombre d'emails envoyés en sortant, c'est-à-dire vous contactez 4000 clients, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait que vous avez des clients. Par contre, le nombre de rendez-vous téléphoniques pris pour 30 minutes où les gens sont OK pour discuter avec vous, ça commence à devenir des métriques intéressantes. Et c'est typiquement, je dirais, il y a 3 catégories dans les métriques, très simplement. Il y a les métriques un peu vaniteuses, c'est-à-dire les trucs qu'on file en soirée quand on veut se la péter un peu. Ouais, j'ai 4000 sign-up, 3000 sign-up par semaine, c'est la folie, on a une newsletter de dingue. Après, il y a les métriques d'optimisation qui sont au milieu, qui mènent forcément à la dernière qui est toute seule, dont je parle après. Métriques d'optimisation, c'est toutes les choses qui vont amener les gens à faire qu'un jour, ils vont payer. Et typiquement, la dernière, c'est ce que la plupart des gens appellent la métrique de vie, la life metrics, c'est l'argent. C'est quels sont les revenus finalement. Donc les métriques d'optimisation, ça peut être le nombre de gens qui ont parlé de votre appli à quelqu'un d'autre, ça peut être le nombre de gens qui sont venus dans votre événement avant de consommer quelque chose, ça peut être, c'est des métriques qui vont faire qu'à un moment, ça va déclencher sur un revenu.
Donc voilà, c'est une obsession. Et je viens de finir le bouquin de Ray Kroc, qui est le fondateur de McDo, que j'ai trouvé super. Le mec dit, tant que c'est vert, tout ce qui est vert n'est pas pourri. Donc en fait, c'est cette obsession de dire il faut que ça grossisse en permanence. Si un jour vous arrêtez de grossir, vous n'êtes plus vert, vous n'êtes plus green, vous commencez à moisir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'état stationnaire dans les affaires. Soit vous êtes en croissance, soit vous êtes en décroissance. Ça n'existe pas les boîtes qui restent comme ça en fait. Oui. Après, c'est effectivement des histoires d'échelle, etc., de comment on regarde, mais même regarder un cours de bourse, ça n'existe pas de cours de bourse identiques à un instant T l'un après l'autre. Learning, encore autre chose, mais alors ça, j'avais fait carrément une tournée de conférences là-dessus parce que je trouve que c'est l'un des basiques. Beaucoup de gens me disent, est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois apprendre, où est-ce que je dois apprendre? Je pense que ça se résume dans une phrase que j'ai vue sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. C'est un mec qui dit, je comprends pas, ça sert à rien de lire des livres, j'ai lu des livres pendant 2 ans, un jour j'ai arrêté de lire des livres et j'ai réussi. Ouais, mais tu les as lus les livres. À un moment, quand tu as emmagasiné suffisamment d'infos, tu as évolué. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'y consacre depuis quasiment 10 ans maintenant, 10-12 ans, j'y consacre en moyenne 4 à 5 heures par jour. Lire, me documenter, prendre des formations, parfois même, pour dire lundi prochain, je repars à 42, faire la piscine. Donc, c'est quelque chose que je considère essentiel en fait dans la vie de l'entrepreneur, c'est avoir cette envie et cet amour de l'apprentissage en permanence. Parce qu'il y a des choses qui vont évoluer, il y a des nouveaux sujets qui vont sortir, il y a des, j'en sais rien, je donne un truc au hasard complet, GDPR en ce moment, règlement de la Commission européenne sur les données privées, ça va être un bordel en mai, personne n'est au courant, c'est aussi une opportunité marketing de rentrer là-dedans. Voilà. Apprendre. Ouais, voilà, c'est toutes ces histoires-là, mais je veux dire, tout d'un coup, tu peux, même si c'est pas ta formation de base, te dire je vais aller apprendre ça, parce que c'est intéressant aussi fondamentalement, mais je parle de ça comme je parle du code, j'ai appris à coder tout seul, je pense que c'est essentiel d'y aller. À un moment, si je vais à 42, c'est aussi pour une question de communauté, on parlait des partners tout à l'heure, mais de base, il faut que ça soit c'est un processus actif, c'est votre processus à vous. Et ce qui est très intéressant dans le learning, dernière chose, c'est qu'effectivement, au début, vous allez prendre plein de choses, comme ça, des sujets à droite à gauche, qui vont rien représenter pour vous, juste parce que vous trouvez ça intéressant, etc. Et au bout d'un moment, vous allez commencer à connecter les points et vous dire « Ah ouais, alors ce que j'ai vu là, ça marche bien avec ça. Donc, telle façon d'analyser les problèmes, ça peut marcher avec telle façon de faire du marketing. Ça peut se mettre avec tiens, j'ai appris à faire des sites web en HTML, je peux faire une petite page, commencer à présenter un projet. » Et là, vous avez quelque chose qui ressemble à un début de boîte, en fait. Voilà. Donc, n'arrêtez jamais d'apprendre. Ça, c'est vraiment une routine personnelle qu'il faut avoir. Encore un mot qui est super mal utilisé, c'est la scalabilité. Moi, il y a un truc qui m'énerve. C'est les mecs, quand je leur explique ce que je fais, parce qu'on en discute, hein, je ne suis pas là à insister, mais je leur explique et ils vont me dire « Ouais, mais c'est pas scalable. » Mais alors, comment c'est scalable, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la scalabilité n'est pas un état binaire. Ce n'est pas 1 ou 0 de scalabilité. Déjà, c'est un état transitionnaire. C'est un état, il n'y a pas de valeur discrète en fait dans la scalabilité. Ça peut être 0, 0,1, ça peut être 0,5, ça peut être 0,9, ça peut être peut-être 1, ça serait l'infini quasiment, mais c'est dire, vous allez à un moment, je donne un exemple, hein. Aujourd'hui, j'ai fait médecine pendant 7 ans, et une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est parce que je me suis rendu compte qu'être médecin, alors je ne vais pas donner de profession en face, mais c'est comme n'importe quelle profession de service, si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Donc si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'impact, vous ne donnez pas de valeur. Si vous n'êtes pas là au boulot, vous ne servez à rien. Alors que à côté de ça, si vous faites de l'IT, si vous faites des technologies, vous dormez la nuit et votre service continue de tourner. Moi, j'ai fait de l'immobilier à un moment. Les apparts qui sont en location, ils sont toujours en location. Que je pionce, que je ne sois pas là, qu'il y ait une tempête ou quoi, ils génèrent de l'argent, point barre. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre dans la scalabilité, c'est que déjà, c'est parfois là on ne l'attend pas. Comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré des mecs qui m'ont dit un jour, faire de la musique, c'est pas scalable. Bien sûr que si, c'est la création, les arts créatifs sont ce qu'il y a de plus scalable. Vous écrivez une fois un bouquin, il peut être distribué à l'infini, au travers des époques. Vous faites un film, vous faites une chanson, ça peut être répété indéfiniment. Donc, quand vous pensez scalabilité, je pense que la chose contre-intuitive, mais sur laquelle il faut se concentrer, c'est d'abord l'expérience utilisateur. Est-ce que mon expérience, elle est parfaite ? Faites d'abord l'expérience parfaite avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Faites le maximum que vous pouvez faire pour faire en sorte que ces gens-là aient l'impression que votre service soit incroyable. Et ensuite, réfléchissez à comment automatiser. Et il y a un exemple qui
j'ai trouvé ça aussi dans un autre podcast très discret, toujours Airbnb, Brian Chesky qui parle de l'histoire. Alors tout le monde dit oui, c'est les photos qui ont fait qu'Airbnb a explosé. Ça c'est une histoire qu'on entend souvent. Ils ont fait les photos sur le site web, ça a connecté un max de monde, tout le monde, enfin les apparts qui avaient des photos louaient plus et du coup c'est comme ça qu'on a fait fortune soi-disant. Enfin c'est vrai. Mais comment vous faites pour prendre autant de photos? Est-ce que les gens se sont posé la question? Vous imaginez le nombre d'apparts qu'il y a sur Airbnb, vous imaginez le nombre d'apparts qui sont pris en photo parce qu'il y a quand même un énorme paquet d'apparts qui sont pris en photo, de biens. Et en fait l'histoire ça commence tout simplement. Ça, tout le monde le connaît par Brian Chesky et son collègue qui vont prendre les photos chez les gens. Donc les gens réservent une prestation photo, etc. Ça, c'est ce que les gens connaissent de l'histoire. Sauf qu'après, à un moment, il faut bien que ça continue et c'est pas Brian Chesky qui s'en occupe. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par prendre une stagiaire. La stagiaire s'occupe de booker les photos, d'aller faire les photos, etc. Elle reçoit les demandes par mail, elle y va. Au bout d'un moment, ça grossit, elle n'arrive plus à gérer les mails. Donc elle commence à faire des spreadsheets, enfin des tableurs, commence à copier les trucs à la main, ça devient ingérable. Et là, l'ingénieur en chef, le CTO d'Airbnb, lui dit attends, je vais te faire un script, on va récupérer les emails, on va les mettre dans ton spreadsheet directement. Donc déjà, vous voyez comment on passe un cran de scalabilité. Et puis après, elle continue d'envoyer les demandes aux photographes pour qu'ils aillent bosser. Et puis ça devient insupportable aussi. Enfin, là, tellement, ça devient plus gérable. Donc là, ils font une brique qui, une petite plateforme sur le back-office de l'appli qui fait juste l'envoi des demandes aux photographes. Et petit à petit, comme ça, le produit s'automatise d'étape en étape jusqu'à arriver à aujourd'hui un système qui gère, je sais pas quoi, 6000 photographes dans le monde et je sais pas combien de milliers de photos par mois. Enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, la nana qui était stagiaire est devenue chef de ce service-là. Donc, parce que c'était elle qui avait vécu tout l'expérience, en fait, la création de l'expérience d'aller prendre des photos chez les gens. Donc, c'est ça qu'il faut se comprendre dans la scalabilité, c'est que c'est vraiment pas on-off, c'est progressif en fait. Voilà. Alors là, vous apprécierez le screenshot Windows. Je sais pas comment c'est arrivé là. Les ventes. Ouais, sur Mac, les curseurs sont noirs. Ça dépend si tu l'as custom. Ça peut être Linux. Les ventes. Ça, c'est un gros mot en France. Aujourd'hui, vous dites je suis vendeur, les gens vous regardent. Ah, il est vendeur. Mais en vrai, ceux qui réussissent le plus dans le monde des startups, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les gens qui savent vendre et qui vendent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce soir, c'est un acte de vente. N'importe quelle interaction que vous avez avec quelqu'un pour échanger, pour demander un service ou du temps, c'est une forme de vente. Toute relation transactionnelle est une forme de vente, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps dénigré. Et je sais pas, vers l'âge de 20 balais, je me suis dit, ces comptes, tes projets, ils avancent pas. Il y a peut-être une raison. Et j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Vous devez tout le temps demander, etc. Et c'est ça, on fera carrément un épisode complet sur les ventes, en fait, parce que c'est central dans le fait d'entreprendre. Je voulais juste le signaler, juste pour dire que c'est pas un mot sale, c'est un mot sales. Merci. Scandaleux. PMF. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? PMF. Product Market Fit. Product Market Fit. Le PMF, c'est central dans ce que vous faites, à tel point que, alors, je crois que c'est Barry Diller, c'est le mec qui a monté la Paramount, qui a fait les films comme Top Gun, et qui a la Fox, qui a signé les Simpsons, qui a TripAdvisor et Expedia et OkCupid, qui est juste le mythique x1000 américain. Donc je pense que c'est un mec qui a plutôt réussi, et il dit la première étape de monter une boîte, c'est d'avoir le PMF, Product Market Fit, que votre produit rencontre son marché. Deuxième étape, on le verra dans d'autres, justement, c'est de monter la machine à vendre. Et la troisième étape, c'est d'aller lever des fonds une fois que vous avez cette machine qui fabrique de l'argent pour accélérer le cycle. Donc on verra aussi sur le fait de lever des fonds. Il faut d'abord avoir le product market. Il faut, en fait, dit en langage français, il faut d'abord que votre produit serve à quelque chose à quelqu'un. Point barre. Sinon, ça sert à rien. Et tiens, j'ai pas. Ce qui est important dans le PMF, ce que j'avais noté tout à l'heure, c'est que le produit, c'est pas seulement le service ou le produit physique que vous distribuez, c'est aussi la façon dont vous le distribuez, la façon dont vous l'acheminez à la personne, la façon dont vous lui vendez, la façon. Et je donne un exemple tout bête comme ça. Vous prenez les gammes de shampoing, prenez, je sais pas, une gamme Jacques Dessange ou Jean-Louis David. Vous regardez l'étiquette.
sur tous les produits de la gamme. Et à part le colorant et le parfum, il n'y a rien qui change. Vous allez prendre un truc, j'en sais rien, racine cheveux longs, racine grasse versus cheveux frisés et colorés. Il n'y a rien qui change à part le colorant, le marketing finalement. Il n'y a que le marketing qui change. Donc on comprend bien aussi que le produit, ouais, c'est aussi la façon de le vendre à la personne. Ça, vous pouvez vendre exactement. Et à part les shampoings qui me sont venus à l'idée tout à l'heure, mais il y a tellement de produits d'entreprise aussi qui sont vendus. Vous allez faire la même application, vous allez juste changer la façon dont vous brandez le truc. On prend Intuit, qui sont des logiciels de compta, une des plus grosses boîtes, SaaS US, je ne sais pas combien de milliards. Ils ont plein de produits différents qui sont en fait quasiment toujours la même chose avec juste un branding différent. Non, Intercom qui fait ça aussi beaucoup, qui font des petits plugins pour discuter là. Ils vont avoir plein de façons d'exploiter ce plugin en content marketing, en support client, etc. Et au final, c'est toujours la même techno, juste brandé différemment pour parler à différents publics. Si vous parlez à un DRH, si vous parlez à un dir marketing, si vous parlez à un DIRCO, le branding, donc c'est la façon de l'acheminer, c'est la façon de le vendre, c'est le produit en lui-même, c'est l'utilité. Voilà, c'est beaucoup de choses, mais c'est important, c'est la base. Alors, business model, Big Nothing. Déjà, allez voir le film si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est trop drôle. Ça, c'est le gros bullshit. Ça, on arrive, les gens qui vous disent « Ok, je te file de l'argent si tu me files un business model, un business plan sur ce que tu vas faire. » Soyons sincères, vous êtes en mode start-up, vous ne savez absolument pas d'où vont venir les revenus. Si vous l'avez, vous êtes déjà une entreprise en fait. Et c'est là, tout à l'heure, où je parlais de la transition entre une start-up et une boîte. C'est ce qui fait la différence entre une start-up et une boîte, c'est le moment où vous savez comment faire de l'argent. Et je rebondis direct sur ce que tu dis. Si tu sais à qui tu t'adresses et quelle est la vision du marché, tant que vous n'avez pas expérimenté, vous ne connaissez pas le marché. Vous ne pouvez pas lire à l'intérieur de la tête des gens. Donc je suis complètement d'accord avec toi qu'à un moment, ça arrive dans la balance, quand vous levez des fonds, etc. Mais quand vous démarrez, alors, j'ai pas dit que c'était inutile. J'ai juste dit que le bullshit, c'était de dire il en faut dès le départ. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Toutes les histoires de business model Canvas et tout ça que je vois, moi j'ai des potes qui viennent me voir et me disent « Ah, je vais monter ma boîte, regarde, j'ai fait mon business model Canvas, j'ai pris une DRH, machin, j'ai pris 2 stagiaires. » Non, faites pas ça, quoi. Ça sert à rien. Vous savez pas comment vous allez vendre. Si ça se trouve, vos revenus, ils vont venir des apports d'affaires que vous allez faire au travers de data que vous allez récupérer sur l'appli. Vous savez pas d'où vient l'argent. C'est votre obsession de le trouver, on est d'accord. C'est hyper important de le trouver. Par contre, ne vous attendez pas à l'avoir d'entrée de jeu en fait. Ça ne va pas tomber comme ça. Il va falloir, comme tu as dit, effectivement aller chercher des retours utilisateurs, discuter, comprendre de quoi les gens ont besoin, etc. Comprendre où est-ce qu'ils sont prêts à allouer du budget, etc. Et ensuite, vous aurez un business model, et par extension un business plan qui décrit comment vous allez optimiser ça, etc. Distribuer, scaler ça finalement. Voilà. La niche. Est-ce que quelqu'un voit ce que c'est une niche dans les affaires? Ouais. C'est une segmentation de marché, ok. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? D'accord. Donc toi tu dis, alors là on a segmentation de marché, là on a c'est quelque chose qui n'est pas exploité encore. Alors ça peut être exploité déjà. C'est vrai que c'est pas tout le temps exploité, c'est pour ça que ça peut être confondu, mais ça peut être un segment de marché qui n'est pas encore exploité, mais ça peut être un segment de marché qui est déjà mal exploité. Et effectivement, oui, si tu arrives à le prendre, c'est qu'il n'est pas bien servi. On est d'accord, il y a peut-être ça derrière, effectivement. La question de la niche, c'est une manière pour vous, surtout, de vous attaquer à un segment de marché qui est facile à aborder. C'est un petit segment de marché, vous allez résoudre le problème très certainement comme vous le résoudrez un jour dans la totalité du marché, mais c'est un marché auquel vous pouvez vous adresser parce qu'il est moins sollicité, parce qu'il est donc plus facile d'accès, parce qu'il est soit très mal servi, ce que tu disais, soit il va y avoir un aspect communautaire dans le fait que ce soit un petit segment qui va faire que vous allez rentrer très vite dedans, parce que vous allez dire je suis spécialiste, j'en sais rien, on dit les mecs qui kiffent, les gens qui kiffent les desserts fruités à la noix de coco.
sais pas pourquoi m'est venue cette idée à ce moment-là. Peut-être une petite dalle qui monte. Et vous allez dire, voilà, ce segment de marché est mal servi et je vais rentrer dedans parce que ça va être une manière pour moi de rentrer dans l'industrie des yaourts, etc. Et ce qu'il faut comprendre avec la niche, ce qui est très important, moi je trouve, c'est que la niche, c'est quelque chose qui est parfaitement défini. C'est limite un segment de marché où il n'y a plus de variables. C'est-à-dire, vous savez si c'est fille ou si c'est garçon, vous savez si... Alors, je donne des exemples, ne les prenez pas dans le sens où chaque business a ses caractéristiques par rapport à la niche. Mais vous allez savoir si c'est des petites boîtes, des moyennes boîtes, des grosses boîtes, vous allez savoir si elles sont à tel ou tel endroit géographiquement parlant, vous allez savoir. Et à un moment, ce qui est hyper important avec la niche, c'est de se fixer sur une niche et de commencer à itérer dessus. Et donc, on parlait de MVP. Si vous prenez une niche, c'est aussi pour moi ce que j'appelle, en anglais on dit to own the niche, la posséder. C'est-à-dire, si vous y allez, c'est pour tout prendre. Si votre produit ne prend pas, je sais pas, 80-90% sur la niche, c'est que vous n'avez pas bien designé le produit dès le départ. Et du coup, vous n'arriverez pas, ça vous sert l'intérêt, c'est de construire une position forte. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans cette niche et ça va vous assurer un socle pour ensuite construire par couches successives, un peu comme un oignon grandirait. Donc, au début, il faut être très très spécialiste, même si, et c'est là où j'ai pas mis de diapo cette fois-ci sur la confiance en soi, mais c'est hyper important de se dire, ok, j'y crois, j'aime ces gens avec qui je travaille, ces clients avec qui je travaille, et je vais faire l'effort de m'y tenir parce que plus je m'y tiendrai, plus je deviendrai spécialiste. Je sais pas, je prends l'exemple de Stéphane ici qui habite carrément dans sa startup, et donc le mec il est dans son truc, quoi. T'es dedans. T'es tout le temps dedans. Donc tu connais parfaitement enfin, c'est une communauté, mais c'est aussi d'un point de vue business un segment de marché. Et du coup, tu le connais par cœur parce que tu es dedans tout le temps en fait. Et alors, hyper important aussi, ça peut être une grande... Alors, il y a deux avis sur cette question-là. Ceux qui disent il faut manger votre propre nourriture. Enfin, je vais dire merde, mais eat your own shit en anglais. Mais c'est généralement plus facile de commencer avec votre propre niche. Sur les premiers business que vous allez monter, commencez avec des problèmes que vous avez eu d'abord. En fait, nous, l'idée, juste faire une parenthèse chez Codex, on a commencé avec un système de tutoriel, c'est une plateforme pour faire des tutoriels en fait pour ses collègues en interne. On a commencé parce qu'on faisait pousser des freelancers, on avait besoin de les former, et donc on a été les premiers à utiliser notre freelance de création de tutoriels en fait. Il faut que vous soyez dedans. Et ça vous permettra d'entrer beaucoup plus facilement aussi dans la niche. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Il nous reste une dizaine de diapos. Est-ce que quelqu'un connaît le point commun entre ces trois marques? Ok. Jaune. Bien vu. Pardon? Ah, j'aurais pu prendre un paquet d'autres leaders. Après, il y a un indice de ouf quand même sur la diapo. Hein. C'est marqué. Ouais, mais pourquoi en fait? L'histoire, on va y venir. McDonald's, Ikea System, Lego System. C'est carrément le nom des deux dernières boîtes. McDonald's est reconnu pour être un des systèmes les plus performants au monde. Quand vous partez pour monter un business, et on parlera après des process, etc., ce qui est un peu ma passion, ça c'est un de mes mots préférés, ce qui fait que ces business sont leaders, sont les meilleurs et aujourd'hui ils tiennent le marché. Il faut savoir que Lego c'est la boîte qui fait le plus d'argent dans le jouet au monde. Bon, McDonald's pareil, et Ikea dans l'ameublement pareil. Ce sont des boîtes qui sont extrêmement systématisées, extrêmement organisées, extrêmement... Aujourd'hui, vous prenez une usine Lego, c'est je ne sais pas combien de milliards de briques par an qui sont produits automatiquement sans intervention humaine. Je pense qu'on peut parler de système performant. Vous partez pour monter un business, c'est avant tout un système. Vous allez avoir des inputs, vous allez processer la valeur d'une certaine manière pour la rendre d'une autre manière. Et donc, votre obsession dans le fait de monter une boîte, ça va être de documenter ce système, de le travailler, de l'optimiser. On reparlera de l'amélioration continue. Et le Lean intervient complètement sur les systèmes. En fait, c'est des philosophies en fait de travail sur les systèmes. Toyota Production System, j'aurais pu mettre Toyota qui a été la boîte la plus rentable de l'automobile à une époque. Voilà. Ah bien sûr, je l'ai dit. Amélioration. Au début, vous allez commencer avec un système qui n'est pas très efficace. C'est votre obsession, ça va être... finalement, si on en revient à la diapo sur la croissance, ouais.
Exactement. On reprend l'histoire de la croissance. Si vous voulez croître rapidement, il faut que votre système soit optimisé. Et plus vous allez optimiser votre système, plus il va être capable de tourner tout seul, vite, rapidement et automatiquement. Et c'est là que vous allez rentrer dans les phases de croissance. Tous les mecs, ça m'arrive de voir sur LinkedIn, ah ouais, alors moi les boîtes qui marchent trop bien, c'est les boîtes qui ont un produit automatique où les gens peuvent se connecter direct, c'est les boîtes qui ont la plus forte croissance. Oui, mais avant que les mecs arrivent à pondre une appli qui marche tout seul, je vous raconte pas les 4 années de galère qu'il y avait avant pour faire de ça un système automatisé. Donc il faut comprendre d'où on vient en fait, pour où on va. Exact. En fait, j'y ai pensé à ce diapo en lisant le bouquin que j'ai fini il y a quelques semaines. En fait, j'ai fini ça en décembre. Bouquin de Ray Kroc qui raconte sa vie. Donc c'est l'équivalent du film en un peu plus détaillé, le fondateur, pour le film. Et en fait, il raconte comment il va chercher à San Bernardino, je crois, en Californie, le concept des frères McDonald, parce qu'il tombe dessus, parce qu'à l'époque, il vend des machines à milkshake, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il voit ce que les frères McDonald n'ont pas vu, c'est-à-dire que les mecs ont monté un système qui est ultra efficace et qui délivre des burgers à quelques centimes, de manière hyper bien rodée. Et donc lui, il dit, et c'est l'œuvre de sa vie, Ray Kroc, d'avoir monté ce système qui a permis de déployer, former les gens, etc. Parce que le système inclut aussi les systèmes pour s'améliorer lui-même. Vous voyez l'espèce de récursivité qu'il y a sur les systèmes. C'est ça qui est hyper important. Donc vous avez les systèmes pour former les gens en interne, etc. Donc les systèmes d'assurance qualité, etc. Et c'est cette obsession chez ces 3 boîtes en fait en particulier. Et finalement, les systèmes sont basés sur des process. Et ça, c'est un autre gros mot de la vie corporate. Et je pense que c'est surtout un gros malentendu. Beaucoup de gens confondent process et bureaucratie. Et si on en revient à l'histoire du Toyota Projection System et du Lean, je vous donne un exemple tout bête. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a des boîtes que je connais qui vont faire 2 réunions par an pour améliorer leur process. Vous prenez une boîte comme Toyota, rien qu'en France, c'est 3000 améliorations process par an. Ça veut dire que tout le monde est formé à proposer des améliorations. Il y a des systèmes qui sont mis en place pour les implémenter le plus vite possible si elles sont retenues. Et donc, on est dans un espèce de... Et je crois, sur les usines américaines, c'est 12 000 améliorations process par an. Enfin, c'est énorme. Mais en plus, tout ça se collecte et s'échange aussi sur la base de... Le Lean, c'est de l'agile. Enfin, à mon avis, le Lean, de l'agile, de ce que j'en connais, c'est-à-dire ça a été monté par Bob, par Uncle Bob, là, tous les mecs qui faisaient de... C'était les vieux du code, on va dire, dans la vallée. Et c'est des mecs qui ont... finalement adapter le Lean au code en expliquant un certain nombre de préceptes pour fabriquer rapidement et surtout tester beaucoup. Et donc, les process, c'est pas un gros mot. La bureaucratie, c'est un problème, pas les process. Le process, vous le changez, c'est un algorithme en fait. Vous faites une chose d'une manière, dans la seconde, vous décidez de changer, vous avez changé le process. C'est la bureaucratie qui pose problème, c'est-à-dire je dois aller voir mon chef pour demander à changer le process, etc. Donc il ne faut pas avoir peur des process, il ne faut pas avoir peur des process dans les startups. Ça peut vous permettre, je ne donnerai qu'une phrase, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et la seule manière de mesurer, c'est de répéter la même chose. Et si vous changez à chaque fois, ça ne marche pas, d'où l'intérêt de processer. Amélioration continue, bon, vous voyez le concept, on passe dessus. Celui-là, j'en reparlerai une autre fois. Voilà, erreur. Il reste 3 diapos, 3-4 diapos. Les erreurs. Alors là, il y a 2 grandes écoles. J'ai envie de dire, c'est le grand combat entre, à ma droite, les mecs qui disent il faut faire ses erreurs soi-même, il faut en chier, machin, il faut se mettre le nez dans la boue et apprendre de ses erreurs. À ma gauche, il y a tous les mecs qui disent ah non, il vaut mieux apprendre des erreurs des autres, à lire des livres, aller à des conférences, machin. Et ce soir, grande première mondiale, j'ai envie de proposer une 3e alternative qui est, de toute façon, tant que vous n'aurez pas fait les erreurs, vous n'y croirez pas. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Systématiquement, on a eu beau me dire, ne prends pas de bureau, ne prends pas stagiaire tant que tu n'as rien à vendre, ne prends pas de commerciaux tant que ton produit n'est pas défini, c'est ça. Systématiquement, je l'ai refait dans mes premières boîtes. Je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai refait. Et au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre. Mais parce qu'on m'avait alerté en fait sur ces questions-là. Donc finalement, documenter, je vais prendre la deuxième moitié qui dit documentez-vous sur les erreurs des autres.
dans l'objectif de les faire le plus vite possible. Vous n'y croirez pas. En fait, une des raisons pour laquelle je fais ce talk aussi, c'est que je commence à avoir l'impression que le business est basé sur des grands principes qui sont très simples, peut-être moins d'une dizaine, qui réunissent, on prendrait le lean, MVP, agile, etc. Ça serait une catégorie, on prendrait la vente, etc. Enfin, il y aurait une dizaine comme ça de catégories, sensation qui est en train de monter comme ça. Et tant que vous n'avez pas fait les erreurs dans ces catégories, on a beau vous dire tout ce que vous voulez, vous n'y croyez pas parce que c'est contre-intuitif. Un max ? Alors après, effectivement, si le point est de dire vous gagnez du temps en bossant avec des gens qui ont compris, oui, vous gagnez du temps. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'à un moment, il faut que vous les fassiez pour les internaliser, sinon vous allez avoir tendance à vouloir y revenir. Donc apprenez-les, plantez-vous le plus vite possible pour ensuite être efficace. Et c'est ça ma question sur les erreurs ce soir. Routine, ça revient un peu au process, mais ça c'est aussi, on en fera un de la série complet. C'est sur les questions de productivité personnelle, d'avoir des automatismes, une certaine forme de discipline en fait. C'est pas non plus un gros mot la discipline en fait. Vous devez avoir une discipline quand vous travaillez, dans la façon de vous mettre au travail, dans la façon de livrer les clients, etc. Bon, je passe rapidement là-dessus. Compétition. Ça c'est un truc, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand je bosse avec des gens et qui m'envoient tous les produits similaires à ce qu'on fait dans mon inbox Slack, dans ma boîte mail, en disant « Regarde, lui, il fait ça comme ça, lui, regarde, il fait ça comme ça, on pourrait faire ça comme ça. » On s'en fout. Arrêtez de regarder ce qui se passe à côté. Faites votre travail avec vos utilisateurs, comprenez votre marché, délivrez votre solution. Effectivement, peut-être qu'à un moment ou à un autre, elle ressemblera à celle de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas la question. La question, c'est juste de livrer les gens que vous avez en face. Arrêtez d'essayer de vouloir ressembler à quelqu'un ou de dire je suis le. Après, c'est quelque chose qui a été très utilisé en marketing. On a promotionné les films très longtemps comme ça en disant ouais, c'est le Godzilla version rap. c'est le. Enfin voilà, les gens ont promotionné beaucoup de produits comme ça parce que c'est facile de mettre des repères. Mais en vrai, si vous répondez à un problème que personne n'a adressé, vous aurez par définition une solution qui est unique. Donc ne regardez pas ce qui se passe autour et évitez d'en parler, évitez de vous comparer. Typiquement aussi de se dire ah ouais, ils font ça, donc ça peut être intéressant de regarder ceux qui font à très grosse échelle pour gagner un peu de temps parfois, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout compris. Donc nuance là-dessus. Ah, attends, lui il arrive. Ah, ouais, ça c'est notre histoire, c'est l'histoire d'être aware. Show don't tell. On va accélérer. Show don't tell, montrer, arrêter de parler, quoi. Genre gagner du temps. La plupart des gens se prennent la tête parce qu'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose. C'est aussi une solution finalement à toutes ces définitions, c'est de montrer ce dont vous voulez parler, de fabriquer un bout de code, fabriquer un bout de service, écrire une histoire, ça ira plus vite. Ça on en reparlera. Ouais, lever des fonds, j'ai fait la parenthèse tout à l'heure sur le fait que c'est la troisième étape. C'est l'étape pour, comme dirait Jack Ma, l'argent n'est pas une solution, patron d'Alibaba. Il dit tout le temps à ses employés, l'argent n'est pas une solution, démerdez-vous, je ne vous file pas d'argent, vous me trouvez une solution en fait. Et il a raison, vous mettez des sous pour accélérer, pour gagner du temps. Quand vous avez compris comment ça marche et que ça génère de l'argent, vous mettez de l'argent en entrée, mais pas avant. Moi, toutes les boîtes qui me disent on a besoin de lever des fonds pour aller construire un produit, etc. Et c'est là aussi on en vient à la question du bootstrapping. Alors ça, c'est un mot qui veut dire en fait que vous démarrez votre projet sur les revenus du projet lui-même. Donc c'est finalement un auto-emballement du projet sans apport de valeur extérieure. Nous, on a monté la boîte plusieurs fois. Ça, en fait, c'est pas un problème. Il faut juste trouver le souci de marché, l'opportunité de marché qui est suffisamment douloureuse pour que les gens acceptent de vous donner de l'argent en avance. Mais ça existe. Il y a forcément un endroit dans le marché, et quel que soit, salut, et quel que soit le marché, il y a forcément un point d'entrée, ce qu'on appelle un point d'entrée, ça s'appelle un point d'entrée. Votre go-to-market qui va vous permettre de récupérer de l'argent peut-être avant de commencer ou peut-être en commençant. Et vous n'avez pas forcément besoin de donner des parts contre de l'argent pour démarrer votre activité.
Exactement, c'est l'histoire des Kickstarter, c'est l'histoire de tout ça. Et alors après, ça, c'est aussi, alors c'est une autre nuance, on pourra en parler une autre fois, mais il y a des business qu'on monte en première instance quand on démarre l'entrepreneuriat, des business qu'on ne monte pas en première instance. Typiquement, il existe des business où vous avez absolument besoin de fonds pour développer quelque chose. Je donne un truc au hasard qui pourrait être, on pourrait être d'accord, pas d'accord, mais la biotech. Vous voulez fabriquer une protéine qui soigne une maladie rare, etc. Forcément, vous n'allez pas faire ça dans votre garage. Quoique maintenant, ça pourrait. Mais vous n'allez pas faire ça comme ça. Donc vous allez avoir besoin de fonds, etc. Mais même là, dans cette façon de faire, vous voyez comment le curseur il se déplace. On peut avoir besoin de plus ou moins de fonds pour faire ça. On peut passer par des phases intermédiaires du produit, etc. Donc, je ne dis pas qu'il y a une manière de faire ou l'autre. Je dis juste que quand c'est ta première boîte, essaye plutôt de faire des boîtes où tu peux bootstrapper, démarrer rapidement. Et en plus, tu seras sur un vrai problème. Parce que si les gens te payent, c'est qu'ils en ont besoin finalement. Et ça te permettra de construire après. Et je donne un exemple tout con, mais je crois que c'est le mec qui a fondé Spotify. Il faisait des solutions SaaS en B2B avant et il a dit j'aurais pas mis les 15 millions dans Spotify pour le lancer si je les avais pas gagnés avant. Voilà, il y a certains types de business comme ça dans l'artistique et je viens de là aussi, je sais ce que c'est, que tu n'as pas forcément envie de monter en premier. Auto, on reviendra dessus. Le pitch. Oui. Elle est naze, je sais. Je savais pas quoi mettre, j'ai hésité et tout. Pitch sur mon pitch. Le pitch, il y a des écoles du pitch. J'ai vu ça sur Facebook. Des mecs qui disent venez, on va vous prendre 600 balles, on va vous apprendre à pitcher. En général, c'est les mecs qui vendent des formations à des mecs pour vendre des formations. J'aime bien ce genre de mec. Et il y a beaucoup ça avec le FBI en ce moment sur Amazon et tout. Le pitch, c'est effectivement une forme de vente rapide. Mais c'est surtout un truc qui est adapté. Vous n'allez pas pitcher de la même manière telle ou telle personne, vous n'allez pas pitcher en fonction des circonstances de la même manière. Juste ce que je voulais dire là-dessus, c'est adaptez-vous. C'est tout. Et on arrive à... Allez, je vais la faire après. Tiens, je vais faire la dernière diapo en premier. Et oui, c'est Jean-Claude. Tout ce que je vous dis ce soir, c'est aussi l'accumulation de ce que j'ai vécu. Et je le sais parce que je suis allé en conférence à certains moments de ma vie et ça peut paraître stressant de se dire « Ah, il y a tout ça à voir, etc. » Restez calme, c'est pas grave. Vous commencez par un bout. Et juste, be aware, soyez alerte en fait. Genre, écoutez, il y a des gens qui me disent « Ouais, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. » Non, je suis pas encore prêt, j'ai encore un tas de choses à apprendre. Et pour l'instant, je me concentre là-dessus parce que c'est plus important ou là-dessus parce que c'est le moment. Typiquement, maintenant, je lis que des bouquins qui ont un rapport avec ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc, juste restez calme du début à la fin. C'est un processus et je pense que même le plaisir vient de ça en fait, de ce processus d'apprendre et de continuer d'expérimenter. Et si vous trouvez le plaisir là-dedans, vous serez vraiment entrepreneur en fait. Start-upper, entrepreneur, on s'en fout, quel que soit le mot. Si vous trouvez le plaisir dans le fait d'itérer, de recommencer et ce côté de masteriser en fait le truc, c'est de là que ça viendra. Voilà, merci beaucoup. C'est l'heure des questions. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur tes activités actuellement, dont ta société actuelle et d'accord. Et aussi par rapport à la levée de fonds, parce que comme quand j'ai vu le titre, j'ai vu de 0 à The Family, je me suis posé la question du coup. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé sur le titre, mais c'est pas grave. C'était quand même ça répondre à ma question. Mais voilà, du coup, comment ça s'est passé pour toi, le process de levée de fonds, etc. Voilà. Je vais répondre à ta question directe. Justement, moi, j'ai pas eu de boîte qui a eu une levée de fonds pour l'instant. Donc, au moins, on est clair avec ça. Je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui commencent à changer d'avis aussi là-dessus en ce moment et qui commencent à dire et si on pouvait amener les startups aussi à ne pas avoir besoin de fonds avant un certain moment un peu plus avancé. Parce que quand tu lèves des fonds, ce qu'il faut savoir, c'est que tu donnes une partie de ce que tu as fabriqué. Tu donnes une partie de ton capital, une partie de ton equity. Et je discutais encore, mon ancien associé est parti bosser dans une boîte qui n'a jamais levé de fonds et qui fait des millions. C'est pas une obligation. Ah oui, c'était quelque chose que je voulais dire au moment des levées de fonds. Votre objectif, c'est quand même de faire une boîte qui rapporte de l'argent. Vous n'êtes pas là pour vivre avec l'argent des investisseurs. Vous êtes là pour faire une boîte qui résout un problème et qui génère de la valeur à partir de ça. Je ne sais plus, j'ai vu un article sur LinkedIn passer il y a quelques jours. Et si on arrêtait de juger les boîtes à la taille de leur levée de fonds, mais plutôt à ce qu'elles rapportent. Enfin voilà.
ok, il y a un effet un peu buzz avec les levées, machin, j'ai levé 4 millions, super, mais en général, ça vient d'une boîte qui a pris le temps de comprendre son marché, de faire un produit qui génère de l'argent, et là, il y a des investisseurs qui se disent, enfin, dites-vous que les mecs qui mettent de l'argent dans une boîte, c'est pour en récupérer à la sortie, c'est pas des mécènes. Donc, on est d'accord. Donc, il faut leur prouver que ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, oui, vous pouvez décider si ça marche pour vous, de dire, regardez, j'ai fabriqué une machine à imprimer des billets, est-ce que tu veux venir jouer avec moi? Donc mets des fonds pour qu'on fabrique plus de machines et qu'on imprime plus de billets. C'est ça l'histoire de la levée de fonds en fait. Après, vous avez parfois des levées de fonds qui sont plutôt orientées pour la R&D et dire, voilà, on va plutôt ouvrir des voies, chercher des voies, parce qu'il y a aussi des arrangements fiscaux, il y a des intéressements fiscaux à fait de mettre l'argent dans des boîtes pour faire de l'innovation. Tout ça, c'est bon, un monde que je connais pas bien et dont j'en parlerai pas. Mais voilà, l'objectif quand on parle ici ce soir de faire quelque chose, c'est de faire quelque chose qui sert à quelque chose et qui génère de la valeur de lui-même. Voilà. Et c'est pour ça que le bootstrapping, ça peut être aussi une contrainte assez sympa à se mettre au départ pour démarrer. Et sur mes activités actuelles, écoute, c'est la première fois de ma vie que je fais qu'une seule chose à la fois. Alors bon, tu me diras 42, etc. Mais ça s'inclut dans le projet d'apprendre à les coder pour monter Codex. Codex, c'est une boîte qu'on a ouverte en juillet dernier et on travaille qu'avec des business grands comptes. Donc c'est des boîtes qui ont plus de 20 000 salariés. On est en phase de test rémunéré. Donc pour vous dire, on a vendu un MVP qui est payé pour dans ces boîtes-là. Je ne peux pas donner les noms des boîtes en public. C'est sous NDA, mais bon. Et juste pour revenir à une autre question qu'on n'a pas posée, mais je voulais faire une petite annonce ce soir. On en parlait tout à l'heure. Je pense dans le code, vous connaissez beaucoup les histoires de framework et d'outils pour créer rapidement en fait des applications. Je pense qu'il manque un truc dans le business. C'est un peu aussi l'histoire de ces Hacker Series. Il manque un espèce de framework pour démarrer rapidement sa boîte. Où aller? Par quoi commencer? Un template d'email, comment ça fonctionne, etc. Donc s'il y en a que ça intéresse ce soir de laisser un email et qu'on échange, moi je suis chaud pour qu'on commence à construire. J'ai déjà quelques briques, j'aimerais le mettre en open source un jour. Une forme d'open source business en fait, je ne suis pas sûr que ça existe beaucoup. Il y a le business model Canvas, il y a ces choses-là, mais ce sont des briques éparses. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à se rassembler pour discuter de ça et commencer à fournir un outil qui permette à ceux qui ont envie de faire quelque chose, parce que je répète, je pense que ça vient au départ, les gens qui tiennent longtemps dans l'entrepreneuriat sont des gens qui ont envie d'aider les autres. Alors après, pour des raisons plus ou moins diverses, mais il y a quand même ce fondement d'aller faire du service et de le faire bien. Et si on pouvait leur donner un outil en fait pour accélérer le démarrage et qui se concentre plutôt sur itérer, sur construire le proto en fonction des retours feedback plutôt que faire de l'administratif ou savoir comment on fait de la vente ou chercher comment prospecter, etc. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Voilà, donc si ça vous intéresse, on peut prendre vos emails. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. En fait, la question elle est simple. Comment faire en sorte pour que le bootstrapping soit plus efficace? Parce que c'est vrai que quand on parle de levée de fonds, il y a une partie de la boîte qui est un peu, je sais pas, qui appartient aux investisseurs. Et moi, en fait, je suis plutôt dans le domaine de la crypto-monnaie. On parle beaucoup des ICO. Et je sais que aujourd'hui, avec un papier, on peut arriver à recueillir des millions et après se casser la gueule parce que le projet n'a pas abouti pour plein de raisons. Et comment faire en sorte que sans dépendre des gens, arriver à ce que le bootstrapping soit une réussite. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis voilà, on lève beaucoup de fonds, on se plante dans la foulée. Il y a un truc, tout à l'heure j'ai parlé de résilience, et en fait si j'ai mis une diapo des tortues ninja, il y a une raison, en fait j'ai oublié d'en parler, c'est dans la question de la résilience, il y a ce que j'appelle le mode tortue. Le mode tortue, et je vais revenir à ta question après, tu vas voir la parenthèse. Le mode tortue, c'est il fait beau, tout va bien, on a les bras, les jambes à l'air, on se balade. Et puis tout d'un coup, c'est la tempête. Un truc qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas bien compris le marché. Il y a un revirement parce que de toute façon, les marchés sont cycliques. Ce sont des systèmes tellement complexes que vous ne pouvez pas... Il y a un bouquin qui est terrible sur la théorie des systèmes qui parle de ça. Les systèmes sont tellement complexes arrivés à une certaine échelle que vous pouvez strictement rien maîtriser, rien influencer. Et donc là, le mode tortue, c'est quoi? C'est on rentre les jambes, on rentre la tête, on rentre les pieds et on est dans la carapace. Alors effectivement, une tortue, ça va moins vite. C'est l'histoire du bootstrapping. Et là, on y revient. Une tortue, ça marche doucement, comme un business bootstrappé. C'est un business qui va moins vite parce qu'on ne met pas des fonds pour aller... Parce qu'en général, on met aussi des fonds pour aller acquérir des utilisateurs, pour accélérer la machine en fait. Mais vous pouvez accélérer une machine qui est complètement artificielle et c'est ça le problème. Donc dans le bootstrapping, il y a ce côté... Je ne dis pas il faut avoir souffert pour dire que la boîte est valable. J'ai jamais dit ça.
Si vous avez la chance d'avoir une super idée, plein de fonds, plein de millions pour lancer ça, faites-le direct. Et en général, c'est ce que font les grands groupes. Ils ont des bonnes idées, ils ont plein d'argent, et ils le font direct, ils ne vous attendent pas. Donc finalement, le bootstrapping, c'est un peu cette manière de se lancer sûrement, calmement, qui va piano va sano, tu vois ce que je veux dire, et petit à petit, tu construis une boîte qui a un vrai intérêt, puisqu'à chaque étape, les gens payent pour ce que tu as. C'est ce qu'a fait effectivement, si tu veux, Tesla. Ouais, ils ont construit la batterie en premier, qui était le problème le plus compliqué. Ils ont bossé sur la batterie, qui était le problème de tous les autres constructeurs. Et donc finalement, le jour après, bon, c'est les débats. Est-ce que ces boîtes-là tiendront pas? J'en sais rien. Je suis pas à ce niveau-là. Mais effectivement, toutes les boîtes qui viennent des utilisateurs en bas, les boîtes bootstrap. Et vous avez des grosses boîtes bootstrappées. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps là-dessus. GitHub bootstrappé jusqu'à 1 milliard de valuation. C'est-à-dire ils n'ont pas eu d'apport extérieur avant de valoir 1 milliard sur le marché. Vous avez plein de boîtes comme ça, je sais plus, j'aurais dû prendre les noms, tiens, je les rajouterai dans le prochain talk. Mais il y a plein de... Et puis, en vrai, il y a quand même une hype autour de l'écosystème startup dans certaines zones. Dites-vous qu'il y a des boîtes partout dans le monde qui cartonnent et qui n'ont pas levé de fonds. Et qui ont résolu des vrais problèmes et qui ont grossi là-dessus, en fait. Voilà. Donc c'est ma... Je dis pas c'est bien ou mal, je dis juste voilà comment c'est clair et... Ouais, après, c'est vrai que les crypto-monnaies en ce moment, moi, c'est un sujet que j'évoque pas trop parce que je le connais pas non plus très bien. Je préfère pas m'aventurer dans les sujets que je connais pas. Je pense que c'est une vraie révolution de société dans le sens de la décentralisation, etc. C'est un truc de fou. Mais je pense aussi que du coup, il y a plein de dérives aussi comme ça. Donc, voilà. Je ne sais plus qui c'est qui a dit récemment sur les crypto-monnaies par rapport à la blockchain. Mais je crois que c'est Oncle Bob, justement, le mec qui a monté l'Agile. Il dit en fait, on verra, il y a bien un moment où on trouvera une utilité à la blockchain, un peu comme le jour où on a compris qu'Internet c'était fait pour mater des vidéos de chats. Voilà. Et on terminera là-dessus aujourd'hui. Merci.